Salut et bienvenue à toi pour cette pause café du lundi. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui passe relativement mal en général quand on en parle avec ses amis ou avec des gens, c'est le transhumanisme. Parce que probablement parce que c'est mal compris et d'autre part parce que ils ont en partie raison de s'en méfier. Alors avant toute chose, je voudrais préciser que je me considère pas comme transhumaniste. Je considère que j'ai beaucoup de réflexions partagées avec ce mouvement, mais de là à m'assimiler au mouvement, non. Alors comme je te l'avais annoncé dans une vidéo précédente, j'étais en train de lire ce livre, pourquoi le transhumanisme. Alors c'est d'Alexandre Technoprog, c'est pas son nom de famille, c'est le nom de l'association, et en fait voilà, il a écrit ce livre, a priori tout seul je pense, mais peut-être inspiré avec d'autres, très court en fait. D'ailleurs, si vous voulez le lire, le contenu intégral se trouve sur le site. Moi je voulais l'avoir en version papier parce que ça me permettait de le lire à côté, quoi. C'est vrai qu'à force, d'être devant son écran, et puis on peut lire ailleurs, c'est plus sympathique. Et puis bon, je crois que le prix était relativement modique pour le bouquin. Alors bon, si vous connaissez déjà très bien le transhumanisme, je pense pas que la lecture de ce livre vous apporte quelque chose. Je crois que c'est surtout important si vous ne connaissez pas du tout le mouvement, ou alors si vous avez beaucoup d'a priori sur la question. Alors j'ai pris des notes. Je vais pas les lire, mais je vais m'en inspirer pour vous en parler. Alors peut-être que la première des choses, ça serait de vous sortir une définition officielle, peut-être, du transhumanisme. Alors je regarde parce que justement, j'ai pas forcément la réponse en tête. Bon, la définition de Wikipédia me paraît relativement bonne. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Voilà, en fait, on parle aussi souvent d'humains augmentés, d'où le symbole H+. Et quelquefois, on parle aussi de société augmentée, S+. Ce que je partage le plus avec les transhumanistes, c'est cette idée d'obsolescence programmée de l'être humain. C'est-à-dire le fait que notre existence est aujourd'hui limitée, en termes de longévité, par un ensemble de facteurs, que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait trop long, mais dont une partie qui est probablement dans nos gènes. Et il y a cette croyance qui s'appuie sur certaines avancées technologiques, qu'il sera possible d'augmenter cette longévité de façon très importante à l'avenir. Quand je dis très importante, ça signifie jusqu'à devenir immortel. Alors, il ne faut pas voir le terme immortel comme étant invincible, un dieu ou quoi que ce soit. Non, il faut le voir sous la forme de prolonger la vie, mais pas en ayant une dégradation physique, pas de sénescence, c'est-à-dire qu'on arrêterait le vieillissement, tout simplement. Ça n'empêcherait pas la maladie, ça n'empêcherait pas les accidents, ça n'empêcherait pas les formes d'euthanasie. Je parlerai pas de suicide ici, j'essaye de faire la distinction entre un suicide, quelqu'un qui se donne la mort parce qu'il est dépressif, parce qu'il quelque chose dans sa vie a fait que il a pris une décision à un instant donné, décision qu'il n'aurait pas forcément prise quelques mois avant ou quelques mois après, et l'euthanasie qui peut être un choix raisonné d'arrêter de vivre. Je pense que si on veut une société qui accueille un arrêt du vieillissement, il faudra aussi accepter que certaines personnes estiment avoir vécu leur vie. Ça peut être à 40 ans, ça peut être à 150 ans, ça peut être à 1000 ans, mais à un moment donné, peut-être que il paraîtra normal de vouloir souhaiter arrêter de vivre. Donc là, je parlerai plus d'euthanasie. De même pour les personnes qui souffrent et qui sont incurables. J'espère toutefois que pour ces personnes, il y aura d'autres formes, comme la mise en stase cryogénique, qui pourra apporter une autre réponse. Alors parmi les transhumanistes, on cite souvent Google. Si on prend alors c'est pas Google en fait, c'est Alphabet et sa filiale
Alphabet, la maison mère de Google, et il me semble qu'Alphabet a sa filiale Calieco, qui est distincte de Google, et qui recherche justement à augmenter l'espérance de vie de chacun. Alors, au travers d'un ensemble de techniques, dont la reprogrammation génétique. Alors, j'ai déjà divergé pas mal par rapport au livre, puisque ce n'est pas centré, évidemment, sur l'arrêt du vieillissement, même si ça en fait partie. On parle d'augmenter les capacités de l'être humain. Et c'est surtout ça, en fait, qui fait peur aux gens, c'est que on parle de prothèses, on parle de... Alors les prothèses, c'est très bien quand vous êtes handicapé et que vous avez un bras en moins, une prothèse robotique, ça permet de récupérer un confort de vie. Mais là où ça fait peur, c'est quand des gens souhaitent par exemple s'amputer pour avoir un bras plus puissant, un bras robotique, hein, voilà, qui leur donne des capacités supplémentaires. Il y a des gens qui se greffent des puces sous la peau pour que ça fasse des lumières, voilà. Donc bon, je vais pas critiquer ce genre de pratique. J'estime que chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Mais je comprends les réticences des gens parce que ils s'imaginent probablement à raison que à partir du moment où l'ajout d'une technologie dans le corps apporte un avantage, dans notre société aujourd'hui qui est hautement concurrentielle, hein, qui est très orientée vers la performance, eh bien, des gens se sentiront obligés de changer une partie de leur corps, d'ajouter telle ou telle fonction. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les connexions neurales. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a Elon Musk qui a créé une société pour justement faire de la recherche et probablement créer un produit pour pour connecter directement une machine au cerveau humain au travers alors je suppose de la moelle épinière, ça peut être au travers du canal optique, hein, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'informations sur la question. Mais voilà, l'idée c'est de se connecter directement sur le système nerveux. C'est Musk qui disait il y a pas longtemps chose que je ne partage pas, le fait que si on veut être en concurrence avec l'IA, si on veut pas perdre alors, je sais pas si on peut parler d'une guerre, c'est vrai qu'il est un peu alarmiste sur la question, mais voilà, si on veut rester dans le coup, il va falloir que on augmente notre capacité à raisonner. Et là aussi, je ne sais pas ce qui fera de nous des êtres humains. Le livre est assez rassurant sur la question, c'est-à-dire que il parle pas seulement d'augmenter ses capacités intellectuelles, mais d'augmenter aussi sa capacité à être empathique. Je m'interroge sur la question. J'ai côtoyé quelques profils qu'un psychologue pourrait qualifiés de psychopathes. Ce sont en général des gens très intelligents. Et pourtant, ils sont incapables de ressentir les émotions des autres. Ils sont incapables, et c'est pas qu'ils s'en moquent, puisqu'ils ont besoin aussi pour s'intégrer à la société, ils ont besoin de pouvoir décoder, et ça c'est très difficile pour eux. Ils apprennent sur le temps. Mais je ne vois pas de lien direct entre l'empathie, on parle aujourd'hui de QI émotionnel par exemple, je vois pas de lien direct entre l'empathie et l'intellect. Alors, si on peut effectivement augmenter le taux d'empathie de l'humanité, ce serait pas un mal. Il y a une théorie que j'ai trouvée dans ce livre, et que j'ai retrouvée aussi par ailleurs, hein, que je connaissais plus ou moins, mais qui est assez intéressante, c'est le fait que notre évolution a fait que notre niveau d'empathie est très adapté à des tribus d'une centaine d'individus. Mais au-delà, nous n'avons pas la capacité a priori à nous projeter. Alors, un exemple tout simple, on regarde les informations, on voit la guerre en Syrie, on voit des gens qui sont massacrés, on voit des gens qui meurent de faim, et ce que nous dit cette théorie, c'est que on ne ressentira pas les choses de la même façon que si ça se passait autour de nous. Évidemment. Et peut-être aussi que les informations, que la télévision, en fait, a fait que toutes ces images, toutes ces notions, on en a été submergés. Au lieu de les vivre de temps en temps au quotidien, eh bien on a vu toute la misère du monde, tous les problèmes du monde, les meurtres, les autres, tout arriver en pleine figure, et peut-être que notre cerveau a tendance à s'en protéger, à banaliser. Alors je sais pas, ça mériterait d'être creusé. Je regardais ce matin une sorte pas de débunkage, mais
C'était Monsieur Sam, je crois, qui fait du zététisme, pardon, qui avait interrogé Mouton Lucide, et Mouton Lucide lui avait ressorti en fait cet élément-là. Voilà, donc je sais pas, rien n'indique aujourd'hui que on sera capable d'augmenter notre niveau d'empathie. Pourtant, ce serait très intéressant. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez lu le livre. C'est chiant, j'ai plus le nom en tête. J'aimerais bien avoir une mémoire absolue et pouvoir vous ressortir toutes les références comme ça. Mais voilà, c'est pas mon cas. Ah, il s'agit du principe de Lucifer. Alors il faut pas forcément s'attacher au nom Lucifer, c'est pas un livre satanique, mais il part du constat que la nature n'aborde pas le mal, elle l'intègre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, ce sont des notions humaines. Il base son argumentation sur le fait que ce qui est mauvais en nous n'est pas forcément un construit humain, c'est plutôt un héritage de notre nature animale. Plus précisément, l'instinct de domination, l'instinct de territorialité, tous ces éléments en fait qu'on retrouve chez les animaux ont des répercussions en nous et font que, eh bien, on déclenche des guerres, on tue quelqu'un de sa famille pour profiter de l'héritage, voilà, que une bonne partie de ce qui est mauvais en nous provient d'une nature animale qui s'explique, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qu'il faut apprendre à dompter, et que l'humanité est en devenir. Alors ça va un peu à l'opposition des théories qui veulent que on est tombé du jardin d'Éden, et puis que en fait on doit retrouver notre humanité progressivement, et non pas la construire. Bon, je vais pas passer 3 heures sur ce concept, mais c'est à mon avis un point important. Et une question qui reste en suspens. Est-ce que on sera capable de développer notre empathie au travers de la technologie? Alors je crois qu'il y a aussi un concept à côté duquel on ne peut pas passer quand on s'intéresse un peu au transhumanisme, c'est la singularité. La singularité selon Ray Kurzweil. Alors, la singularité c'est quoi? Alors on parle de singularité technologique. Ray a observé l'évolution du progrès technologique au travers des, je sais plus, 40 ou 60 dernières années. Et ce qu'il remarque, c'est que le progrès va en accélérant. Ça signifie en fait que on est projeté au sein de ce progrès et on a tendance à raisonner l'avenir, à imaginer, à se projeter dans l'avenir avec notre idée de la vitesse du progrès et pas de son accélération. Si le progrès était rectiligne, c'est-à-dire si il n'y avait pas d'accélération, il progressait toujours à la même vitesse, dans ces cas-là, ce qui s'est passé sur les 10 dernières années on devrait pouvoir le projeter sur les 10 prochaines. Mais à partir du moment où on a une courbe qui fait ça, bien forcément, les 10 dernières années, ça sera peut-être en 5 ans, 4 ans, 3 ans, qu'on va progresser en termes de quantité de découvertes et d'applications au quotidien. Eh bien, la singularité, c'est quoi? C'est un peu comme dans les trous noirs. Vous savez, quand la lumière, elle arrive dans un trou, et hop, elle ne pourra jamais sortir parce que sous l'effet de la gravité, elle est courbée de telle façon à disparaître, en gros. La singularité technologique, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où le progrès devient, alors le terme c'est asymptotique, en tout cas il est exponentiel, de telle façon que on pourrait déterminer à peu près une date, en gros, grossièrement, à laquelle le progrès va augmenter de façon infinie. Ah oui, ça peut paraître fou. Mais, voilà, si on observe les 40, 50 dernières années, c'est l'impression qu'on peut en avoir. Et cette date est aux alentours de 2045. Cette singularité technologique pourrait s'expliquer au travers d'une véritable intelligence artificielle forte, donc qui est capable de dépasser l'ensemble de ce que l'humanité peut créer en termes de découvertes. L'IA en fait boosterait de façon presque infinie cette découverte et la capacité des ordinateurs à pouvoir gérer ça.
Alors, ordinateur quantique, supercalculateur, augmentation de, voilà, de tout ce qu'on peut retrouver en termes de GPU et autres. Bon, tous ces éléments-là pourraient être à l'origine de cela. Reste encore que pour arriver à ce niveau-là, il faut que l'économie tienne. Et aujourd'hui, peut-être que ce qu'on demande à l'économie, puisque on sait maintenant que en beaucoup moins qu'une année, on a consommé déjà toutes les ressources qu'on devrait, ça veut dire qu'on emprunte aux générations suivantes, et lui demander une accélération peut-être infinie, c'est peut-être encore piocher davantage dans ce capital. Et puis voilà, l'économie aujourd'hui est relativement incertaine, on se demande comment les bourses tiennent, on se demande comment les banques centrales arrivent à maintenir une certaine forme d'illusion. Bon, ça c'est mon avis. Pas évident que l'économie sera capable de supporter cette singularité. Pour certains, c'est aussi la réponse à tous nos problèmes. C'est-à-dire, autant foncer le plus vite possible vers cela, tant pis s'il y a de la casse en cours de route, parce qu'on sera capable de réparer à ce moment-là. Puisqu'aujourd'hui, peut-être, pour certains, nous n'avons pas les solutions qui nous permettraient de ne pas aller vers l'extinction. Alors un projet intéressant à suivre, c'est The Human Brain Project. Je crois que c'est en Suisse, d'ailleurs. Je suis passé pas loin. Qui simule en fait l'objectif est de pouvoir simuler intégralement, donc de façon numérique, un cerveau humain. Bon, on n'en est pas encore là, mais voilà, les recherches poussent en ce sens. Alors tout à l'heure je vous parlais de société augmentée, S+. L'idée c'est plutôt que de vouloir augmenter l'homme pour qu'il soit plus performant, c'est d'orienter notre réflexion pour que la société puisse intégrer ces progrès technologiques et rendre pas l'humanité plus performante, mais tout du moins essayer de faire en sorte que ce progrès bénéficie à chacun et permettre une amélioration sociale à tout niveau. Alors ça passe par quoi? Ça passe par le fait de ne pas breveter, de tout mettre en open source, que ce soit le matériel, que ce soit le logiciel, la connaissance en général. À partir du moment où on se refuse la réflexion transhumaniste, que on dise voilà c'est mal, c'est de l'eugénisme, on peut y mettre tous les mots qu'on veut, et en partie c'est vrai, d'ailleurs, enfin voilà, c'est ce que je pense. Autant si cette réflexion est vraiment menée par la société dans son ensemble, on sera capable de puiser le meilleur pour elle. Et pas que ce soit les plus riches, que ce soit les plus technophiles qui profitent de ces avancées. Tout en faisant très attention que on ne soit pas forcé à utiliser ces technologies. Il faut que chacun soit libre de le faire. Et ça, comme on dit tout à l'heure, dans un contexte hautement concurrentiel, dans un contexte où on court après un travail pour survivre, c'est peut-être pas faisable. Donc, le progrès technologique doit probablement s'accompagner d'une évolution de toute la société, de ses aspirations, de sa façon de penser l'économie, de penser le travail, pas comme une ressource qu'on se dispute, mais plus comme une source d'épanouissement. Ça veut dire qu'il faudrait ne plus être obligé de travailler, d'où l'idée de ce revenu universel, qui déplaît à beaucoup. Voilà, alors il y a une partie du bouquin, je crois que c'est quand même une bonne moitié. Bon, peut-être pas la moitié, mais vers 4 mises. Enfin, une bonne partie, en tout cas, se penche sur la levée des objections. Alors, moi, j'aime pas du tout cet aspect-là, parce qu'on dirait un mouvement politique, et vous savez, un peu, quand vous êtes militant, vous recevez des tracts, vous recevez des guides, qui vous expliquent comment répondre à telle objection, si quelqu'un vous dit ceci, cela. En plus, là, c'est relativement traité à la va-vite, je trouve. Plutôt que de poser des questions, non, on répond. Et ça m'embête beaucoup. Voilà, je crois que c'est autant on va dire les deux tiers du livre me paraissent bien, ça me paraît tourner vers la réflexion, autant la levée des objections, bon, ça me déplaît. En même temps, ce mouvement est quand même relativement attaqué. Je peux comprendre que
qu'on a envie de savoir répondre. Alors un des premiers problèmes qui se pose, c'est celui de la surpopulation. Je ne l'ai pas traité juste avant, quand on parlait d'augmenter l'espérance de vie, mais effectivement c'est un des aspects. Si tout le monde pouvait augmenter sa durée de vie à l'infini, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre? Alors si tout le monde effectivement se reproduit comme un lapin et continue à vivre éternellement, et que chaque lapin fait pareil, c'est sûr que très rapidement on aura épuisé toutes les ressources, que la Terre sera terminée. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il faut légiférer de ce côté-là. N'accorder le choix de l'immortalité qu'à ceux qui choisissent de ne pas se reproduire. De leur enlever au moment où ils auront choisi de se reproduire, par exemple. L'idée de traiter des listes d'attente, ça m'horripile. Le fait d'empêcher de mettre une naissance ou deux, type Chine, bon, je comprends, ils ont peut-être été obligés à un moment donné, mais je voudrais qu'on n'en arrive pas là. Alors réguler la natalité, c'est pareil, c'est imposer une vision à l'homme. Voilà, ça me déplaît. Dès qu'on doit imposer, ça me déplaît. Surtout s'il faut l'appliquer à tout le monde. Encore ceux qui font le choix, à la rigueur, de dire, voilà, je veux vivre plus longtemps éternellement, je suis d'accord qu'on puisse leur dire, voilà, il y a un contrat, il y a des devoirs aussi derrière. Autant les autres humains, qu'on les laisse tranquilles. Il y a les religieux, par exemple, voilà, qui chez un chrétien, il y a l'idée de la résurrection après la mort, au moment où Dieu, ou je ne sais plus si c'est l'Antéchrist, revient sur Terre. Bref, il y en a ceux qui croient en la réincarnation, donc forcément vivre éternellement, c'est peut-être contradictoire avec l'idée du karma, de revenir et puis de subir de nouvelles épreuves. Donc voilà, chacun doit être libre de son choix, donc ne pas imposer au reste de l'humanité. Vous voyez, c'est important quand même de réfléchir à toutes ces notions dès maintenant, puisque probablement que la technologie va le permettre assez rapidement. Et si on n'y pense pas, ça arrivera dans chaque foyer, sous la forme d'une pilule, ou n'importe comment. Voilà, peut-être d'un code à télécharger, et puis CRISPR-Cas9 chez soi, et hop, on est immortel, ou presque. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver vite. Ça, c'est pas de la recherche fondamentale de grands États, même si l'INRIA, en France, travaille sur la question. Il y a un chercheur, j'ai plus le nom en tête. Comment il s'appelle Ah non, c'est l'INSERM, pardon. C'est l'équipe à venir, dirigée par Jean-Marc Lemaître. Donc voilà, il y a de la recherche institutionnelle, mais il faut penser à tous ces biohackers qui vont faire des tests et qui vont faire progresser vite aussi l'ensemble. Puis Cali-Eco, etc., etc. Bref, important de mener une réflexion sur le sujet. Important, je pense aussi, de ne pas interdire, puisque interdire une technologie, c'est uniquement reculer un peu dans le temps, la permettre aux privilégiés, ou à d'autres pays qui feront pas le même choix, puisqu'on n'est quand même pas sous une gouvernance mondiale. Et même si on l'était, ça n'empêcherait pas des groupes privés de faire de la recherche de leur côté. Donc voilà, ça va arriver, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, comment on va traiter la chose? Voilà, une autre solution, moi qui me plaît beaucoup, c'est cette idée d'essaimer au travers de la galaxie. Alors là, on part dans la science-fiction, mais pas tant que ça, si on regarde de plus près. Vous voyez, par exemple, Elon Musk a présenté son projet de colonisation de Mars. Ça va jusqu'à 1 million de colons en quelques années. Ça veut dire qu'il va y en avoir du trafic entre la Terre et Mars. Alors c'est vrai qu'à la vitesse à laquelle la population grandit aujourd'hui, il va falloir un peu plus que Musk pour y arriver. Mais bon, essaimer, c'est aussi diminuer un risque que l'humanité s'éteigne. Il y a plein de raisons pour lesquelles la Terre pourrait disparaître. L'épuisement des ressources naturelles, un astéroïde, une maladie épidémique qui touche 99,9% de la population, un orage magnétique venant du soleil qui fait que toutes les centrales tombent en panne et que la société tombe dans le chaos, parce que le vernis social est quand même très mince. Voilà, donc plus on aura de colons ailleurs, dans le système solaire dans un premier temps,
et j'espère un peu plus loin par la suite, et plus on va diminuer ses chances de disparaître. Et à mon niveau, la chose la plus importante au monde, la plus importante de toutes, c'est la survie de l'espèce. Et ensuite, c'est la survie de l'ensemble du patrimoine génétique qui existe sur Terre. Et en troisième plan, la conservation de notre biosphère, de notre écosystème. Mais tout d'abord, en premier, je vais raisonner de façon très égoïste, c'est la survie de l'espèce. Voilà, on aurait pu parler aussi du est-ce que la vieillesse apporte le sel de la vie? Est-ce que les gens qui vivaient jusqu'à 25-30 ans à une époque profitaient mieux de la vie? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, vous savez, il y a plein de questions, moi j'ai pas beaucoup de réponses à tout ça. Je suis en constante réflexion, je me pose énormément de questions, et c'est aussi ça, ces échanges que je peux faire avec moi-même ou avec Alexandre, Technoprod, à travers son livre, à travers Internet, tout ça me fait évoluer au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je vous en ai dit beaucoup sur moi. J'aimerais bien que dans les commentaires, vous dévoiliez un peu plus, et qu'on parle sereinement du transhumanisme, sereinement de ce qu'il implique, et pas partir dans un délire religieux ou un délire d'idées préconçues. Voilà. L'idée c'est un échange et pas comme ce pauvre Alexandre Laurent prend en pleine figure régulièrement, parce qu'il est pris pour cible. Bon, il a dit beaucoup de choses qui sont provocatrices, donc en même temps il a cherché. Hein, comme quand il a dit j'ai des choses à faire pour 1000 ans, et il y a des déprimés qui veulent mourir à 75 ans. Voilà, donc ça veut dire en gros que il catalogue toutes les personnes qui refusent de vouloir vivre plus longtemps comme étant des déprimés, voire des dépressifs. Bon, c'est provocateur de sa part. En même temps, je me sens comme lui. J'ai l'impression d'avoir des choses à faire pour 1000 ans. J'imagine pas, à moins d'être très malade, à moins d'être incapable de faire ce que j'ai envie de faire. J'imagine pas vouloir mourir à 75 ans. D'ailleurs, je lisais un livre sur des, on peut appeler ça des mouroirs, c'est-à-dire des hôpitaux où les gens qui rentrent savent qu'ils ne ressortiront que les pieds devant, puisqu'ils sont condamnés. Et il y a un désir de vivre qui est très fort, quoi. Les gens qui côtoient justement ces personnes en fin de vie le disent. C'est incroyable cette volonté de vivre qu'on retrouve chez ces personnes. Après, quand ils sont vraiment trop malades, trop souffrants, non, ça disparaît, mais voilà, il y a une période comme ça où c'est très intense. Et là, ça rejoint un peu le fait qu'on disait tout à l'heure, est-ce que la vieillesse, la mort, l'idée de la mort, c'est pas une source pour vivre plus intensément? Est-ce que des immortels vont pas finir lassés totalement, comme quelqu'un qui se serait habitué au luxe, par exemple? Voilà, bon, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, j'ai parlé longtemps. Je savais que pour traiter ce sujet, ça me prendrait du temps. C'est ma grosse pause café. Voilà, donc je vais éviter de parler d'autre chose. Je dis pas ça pour le Krenix Institute, hein, ça n'a rien à voir avec le transhumanisme, même si le côté cryonie, c'est des gens, la cryogénisation des corps, c'est des gens qui espèrent, tout du moins en partie, hein, pour une partie d'eux, pouvoir revivre plus tard dans leur corps, ou dans un autre, peut-être. Là, je fais une petite parenthèse avec le Altered Carbone, je crois que c'est ça, hein. La nouvelle série là, de Netflix. À regarder, hein. Moi j'ai vu le premier épisode, ça m'a vachement branché. Voilà, donc on pourra en reparler de la cryonisation des corps. Mais c'est lié au fait de vouloir aussi vivre plus longtemps. Voilà. Ou pour les malades, voilà, avoir peut-être l'espoir de pouvoir guérir un jour. Je te dis à très bientôt, enfin à demain même, pour la prochaine pause café. Bye.